Vous avez peut-être déjà vu cette vidéo. Ces images sont celles d'une jeune fille appelée Jenny Wiley, après avoir été enfermée pendant plus de 13 ans. Qu'est-ce qui lui est réellement arrivé? Qui a fait ça? Pire, vous avez peut-être déjà vu cette photo, prise par 2 randonneurs. C'était quoi ça? Est-ce qu'ils ont survécu? Cette fille a subitement disparu du jour au lendemain. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Où l'a-t-on retrouvé? Et ce garçon? Pourquoi lorsqu'on l'a retrouvé, sa famille semblait ne plus le reconnaître, comme si il avait été remplacé par une sorte de clone de lui-même. Messieurs, dames, préparez-vous pour l'un des plus gros épisodes de StoryCube. Aujourd'hui, nous accueillons Oran, experte en criminologie. Elle va revenir sur les 8 affaires les plus mystérieuses de cette dernière décennie, les décortiquer et nous expliquer dans les moindres détails la véritable version des événements. Qu'est-ce que l'autopsie a révélé? Qu'ont conclu les enquêteurs? Installez-vous confortablement, éteignez les lumières, prenez vos petits popcorn et bienvenue dans StoryCube spécial True Crime. Une enquête est menée et du coup c'est le lendemain matin qu'on découvre le corps de la petite chérie. Et la théorie officielle, c'est que les 2 filles seraient tombées d'une falaise. La procureure ne croit pas du tout à cette théorie. Elle a quand même dit qu'on était sur une piste criminelle, qu'elles ont été battues. Morte d'inquiétude, elle se dit « j'ai fait la pire erreur de ma vie ». Et oui, malheureusement, elle a fait la pire erreur de sa vie. J'ai toujours en tête ce témoignage de la médecin légiste au procès qui va nous décrire en fait dans quel état ils ont découvert le corps de Jenny. C'est horrible. Elle avait des bleus autour de ses mamelons. Bien sûr, il l'a d'elle et il a fini par la tuer. Bonjour à tous, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Oran. C'est une créatrice de contenu qui s'est spécialisée en criminologie. Et aujourd'hui, je trouvais ça intéressant d'avoir un épisode sur lequel on revient sur diverses affaires, sur diverses enquêtes, qu'elle nous raconte finalement dans les moindres détails comment sont passées ces histoires de true crime. Chris Kremers et Lisanne Froome. Le 1er avril 2014, à 11h23, ces 2 filles prennent ce selfie. Trop heureuses de se balader ensemble. Quelques instants plus tard, elles prennent cette photo. C'est étrange. On dirait que quelque chose a changé. Cette photo, c'est l'une des dernières qu'on va retrouver sur leur appareil photo, juste après avoir retrouvé leur cadavre complètement inerte. Que s'est-il passé? J'avais trouvé ces 2 photos où elles ont l'air plutôt heureuses, tout va bien, et pourtant je crois que ça fait partie un peu des dernières photos qu'on a d'elles. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En fait, ces 2 amies, elles étaient parties en voyage au Panama. C'était censé être le road trip de leur vie. Elles avaient prévu de partir un long moment et c'était pas simplement un voyage touristique, c'est-à-dire qu'elles travaillaient aussi, elles voulaient faire du bénévolat. Okay. Et donc elles avaient prévu de commencer un travail, et au final ce travail a été reporté à la semaine d'après. Donc elles avaient une semaine de temps libre, on va dire, et pendant cette semaine elles avaient prévu de faire cette fameuse randonnée au sentier Alpianista. Alors c'est une randonnée qui est pas difficile, elle était connue comme se faisant rapidement, ouais. 2h30 de montée, donc ça va pour une randonnée en montagne. Ok, donc c'est même pas forcément un truc trop pas du tout dangereux ou... Non, elles partent à 11h le 1er avril et elles arrivent à 13h en haut, donc 2 heures de marche, elles l'ont fait assez facilement. Donc la photo là qu'on a, c'est justement elles quand elles arrivent au sommet, elles sont super contentes. Le problème c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'elles ne savaient pas que cette randonnée, c'était pas une boucle. C'est-à-dire que quand elles arrivent au sommet, il n'y a aucun panneau qui leur dit « bon maintenant, il faut faire demi-tour ». Et elles continuent tout droit. Et ça, c'est l'erreur qu'elles ont fait, mais encore une fois, c'est pas de leur faute parce que c'était précisé nulle part. Elles continuent tout droit et on a du coup la vidéo de Chris qui s'avance en fait, et qui avance dans la jungle et qui ne sait pas en fait qu'elle avance dans la jungle et qu'elles vont être complètement perdues. Parce qu'elles pensent qu'en fait la randonnée continue là-bas ou qu'est-ce qu'elles se disent en fait? Elles pensent qu'en fait du coup c'est une boucle, c'est-à-dire qu'elles arrivent en haut et qu'elles continuent tout droit pour redescendre. Okay, ouais. Elles ne savaient pas qu'il fallait faire demi-tour. Okay. Et le problème c'est que dans cette jungle il n'y a pas de réseau. Elles ne savaient pas qu'il n'y avait pas de réseau. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus aucune nouvelle des 2 filles. C'est le guide touristique et en fait le lendemain elles avaient prévu une sortie et le guide s'est un peu inquiété parce que ça ne leur ressemblait pas en fait de ne pas se présenter. Il a prévenu la famille, etc. Et de là, les enquêteurs ont été prévenus, la police aussi, une enquête a commencé. Donc là on est le lendemain on est le lendemain de la randonnée qui était prévue. C'est ça. Et on trouve aucune trace pendant des mois. Des mois, rien. Comme si elle s'était volatilisée, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est quelques mois plus tard qu'une dame qui habite pas loin de la jungle, etc., qui trouve près d'une rivière un sac à dos. Donc dans ce sac à dos, il y avait quoi? Il y avait 2 soutiens-gorge, une bouteille d'eau, un petit peu d'argent, l'heure de téléphone et ce qui nous intéresse, l'appareil photo. Bon, alors bien sûr, tout ça c'est analysé. Dans les téléphones, on découvre qu'elles ont essayé pendant 11 jours.
c'est énorme. 11 jours d'essayer d'appeler les secours. Je dis essayer parce que du coup, il n'y avait pas de réseau, elles ont eu personne au bout du fil. Donc ça veut dire que 11 jours... Pendant 11 jours. Après le moment de la randonnée, en fait, ils étaient encore en vie et ils cherchaient des solutions. Elles essayaient tant bien que mal de sortir de cette situation. Et bien sûr, ils ont eu personne, il n'y avait pas de réseau. Et dans l'appareil photo, on découvre ces fameuses photos. En fait, elles ont photographié leurs derniers instants de vie en quelque sorte. C'est un petit peu glauque, on voit des photos qui ont été prises dans la nuit avec le flash. On comprend qu'il pleut, que le temps n'était pas top, quoi. Pleine tempête, etc. Moi, il y a cette photo qui m'a quand même marquée, c'est le crâne de Chris. On reconnaît ses cheveux blonds vénitiens. On comprend qu'elles sont vraiment mal en point. Et il y en a au total une dizaine, des photos comme ça. Il y a aussi une photo avec un morceau de bois, avec 2 petits bouts en plastique rouge. En fait, c'est comme si elles essayaient de montrer leur position, pour qu'on puisse peut-être un jour les retrouver. C'est horrible et ça a marché parce qu'on a retrouvé leur corps, enfin, du moins ce qu'il en restait. Et là encore, il y a un nouveau mystère qui s'épaissit parce qu'on retrouve les os. Alors il y a une partie des os qui semble s'être décomposée de manière complètement naturelle, c'est-à-dire qu'on trouve encore des petits bouts de peau, un peu de chair. Et il y a une autre partie des os qui est complètement blanche, totalement propre. Donc alors là, on ne comprend pas. C'est comme si quelqu'un avait essayé de frotter les os avec de la chaux. Enfin, c'est assez bizarre. Bon, après, on a une explication aussi rationnelle. Apparemment, une trop forte exposition au soleil pourrait blanchir les os. Ouais. Enfin bref, c'est quand même assez étrange. Une enquête a été menée. Et la théorie officielle, c'est que les 2 filles seraient tombées d'une falaise, qu'elles seraient mortes sur le coup et que leur corps aurait été emporté du coup par la rivière. Mais la procureure ne croit pas du tout à cette théorie. Elle a quand même dit qu'elle était sûre qu'on était sur une piste criminelle, qu'elles ont été battues. Mais malheureusement, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Donc elle pense que quelqu'un les aurait peut-être enlevées Exactement. Pourquoi est-ce que... Peut-être elles se sentaient suivies. Pourquoi est-ce qu'elles auraient essayé de joindre les secours une centaine de fois? On ne saura jamais, malheureusement. Tu penses que même en haut de la randonnée, quelqu'un les aurait vues et du coup c'est pour ça qu'elles sont continues tout droit, ou ça vraiment c'est juste qu'elles pensaient que... Ouais, c'est ça. On ne sait pas vraiment à quel moment... plein milieu de la jungle, on peut souvent faire des mauvaises rencontres. J'avais juste une autre photo sous la main, j'avais juste celle-ci. Ça, c'est le moment justement où elles s'aventurent dans la jungle et elles ne le savent pas encore. Ok. Donc c'est le moment où elles rentrent en fait là où elles auraient pas dû... Mais c'est une vidéo de base, ça a été pris sur une vidéo. Tu sais comment elles ont survécu quand même 11 jours dans la jungle comme ça? Est-ce qu'ils ont trouvé des techniques de survie? Est-ce qu'elles avaient des provisions sur elles, tu vois ou... Alors, il me semble qu'elles avaient des provisions sur elles dans leur sac. Peut-être qu'on justement on n'a rien retrouvé parce qu'elles avaient déjà tout consommé. Après, en cas de situation extrême, peut-être que c'est ton instinct de survie qui parle, que tu arrives tant bien que mal à te débrouiller. Mais bon, elles ont survécu 11 jours, c'est déjà énorme. Malheureusement, on ne saura jamais. Pourquoi elles n'ont pas genre fait demi-tour? Enfin, en fait, quand elles sont allées là-bas, du coup, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas... après, j'imagine qu'elles sont peut-être pas situées dans la... Ça leur a fallu peut-être un petit moment avant de se rendre compte que c'était pas le bon chemin. Et au moment où elles se sont rendues compte, peut-être que c'était déjà trop tard et qu'elles étaient déjà complètement perdues. Peut-être qu'elles ont essayé de faire demi-tour, mais en fait elles n'ont pas fait demi-tour, elles sont allées dans une autre... On parle quand même d'une jungle. C'est pas un sentier tout tracé. Donc c'est ça. Il y a une autre affaire que je trouvais intéressant d'aborder, c'est l'affaire de Sherry. 21 juin 2013, on voit une petite fille accompagner un vieillard sur une caméra de surveillance. C'est la dernière fois qu'on verra cette petite fille en vie. Que s'est-il passé? Qui était cet homme? Et que lui a-t-il fait? Apparemment, donc, ces photos-là, ce serait genre les dernières photos qu'on a d'elle. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pareil, petite remise en contexte. La maman, donc Rain Periwinkle, s'était rendue avec ses 3 filles pour faire les courses. Donc, journée totalement banale au final. Elle se rend avec ses 3 filles faire les courses et d'un coup, quand elles sont dans un rayon, il y a un vieux monsieur qui s'approche d'elle et qui leur dit: écoutez, j'ai envie de vous aider, je vais vous offrir 150 € de produits complètement gratuits au magasin d'à côté, au magasin Walmart. Alors là, la mère, elle raconte qu'elle s'est pincée pour être sûre que c'était pas un rêve, ça ne lui était jamais arrivé. Faut savoir que dans le magasin là, dans lequel elle était, c'était un magasin qui était connu pour être fréquenté par des personnes précaires, des personnes dans le besoin. Donc ce monsieur, quand il allait parler en fait à cette famille, il savait très bien le profil qu'elles avaient. Ouais, parce que finalement cette famille n'avait pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup de moyens, voilà. Donc il s'est dit, je vais leur proposer 150 €, elles accepteront et c'est sûr. Et il a eu raison parce que la mère, elle a accepté. Donc ils partent tous les 5 là dans la petite fourgonnette de ce monsieur qui s'appelle Donald Smith. Et ils vont dans ce fameux magasin Walmart.
Et il a eu une attitude extrêmement bizarre déjà dans le magasin, c'est-à-dire qu'il s'intéresse fortement à la plus grande, donc Cherry qui avait 8 ans du coup, et il dit des choses du style « j'aimerais bien lui acheter ses talons ». Alors la mère elle dit « bah non, je ne vais pas acheter de talons, ma fille elle a 8 ans ». Et d'un coup il dit à Rain, il lui dit bon, donc la mère. Hein. La maman, oui, il lui dit bon, j'aimerais bien emmener ta fille, donc toujours la même, Cherry, au McDonald's. Il y avait un McDonald's à côté. Il lui dit voilà, j'aimerais bien lui payer un petit menu. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir. La mère, elle hésite, mais elle accepte. Et les images du coup qu'on a là, c'est les images de Donald qui tient la main à Cherry pour aller au McDonald's. Mais ils sont jamais allés au McDonald's. Hein, elle réalise La maman, au bout de 10 minutes, elle se dit ok, non, il y a un problème. Ouais. Je les vois pas revenir. Je préviens la police, morte d'inquiétude. Elle se dit j'ai fait la pire erreur de ma vie. Ouais. Et oui, malheureusement, elle a fait la pire erreur de sa vie. Donc une enquête est menée et du coup c'est le lendemain matin qu'on découvre le corps de la petite Cherry dans un ruisseau près d'un terrain vague. C'est l'horreur absolue. Et Donald là il est arrêté pas très longtemps après. Et en fait j'ai toujours en tête ce témoignage de la médecin légiste au procès qui va nous décrire en fait dans quel état ils ont découvert le corps de Cherry. C'est horrible. Elle avait des bleus autour de ses mamelons. Parce qu'en fait, il l'a su tellement fort que, elle en a eu des séquelles pas possibles. Bien sûr, il l'a d'elle et il a fini par la tuer. En fait, le truc qui fait beaucoup parler dans cette affaire, c'est que Donald, c'est un multirécidiviste. C'est-à-dire qu'il était déjà connu comme criminel et malgré ça, il a quand même été relâché. Ouais. Et en fait, ce meurtre-là, il s'est passé 3 semaines après sa libération. Donc évidemment, on a été révoltés. Comment est-ce qu'un monsieur avec un profil pareil fait en liberté ? On ne comprend pas. Et il a été condamné à mort. Aujourd'hui, du coup, il est décédé, du coup. Oui, il a été condamné à mort pas longtemps après. Enfin, ça doit être horrible pour la mère aussi qui doit s'en vouloir toute sa vie. C'est ça, ouais. Qui dit, si j'avais refusé, ma fille, elle serait toujours là avec moi. Après, j'imagine que peut-être qu'il avait des techniques aussi de manipulation. Il savait bien ce qu'il faisait, tu vois, peut-être que... Elle raconte que même s'il avait des comportements bizarres envers sa fille, apparemment, il était tellement gentil et elle s'est juste dit, c'est un monsieur gentil qui veut nous aider. On sait à quoi il ressemblait physiquement, le gars? Est-ce qu'il avait l'air repoussant au contraire? Alors il avait la tête de l'emploi. Moi quand je le vois un peu fort, avec une tête un peu... Toujours sur des photos, il y a cette suite de photos là, qui est vraiment surprenante. Enfin, à première vue, quand tu vois ça, tu te dis il y a rien. Et pourtant, je crois qu'elle cache quand même un truc assez surprenant. Voici les photos de la petite Paulette Guevara, quelques jours avant sa disparition étrange. Son affaire est l'une des histoires les plus controversées de ces dernières années. Comment c'est possible que son corps était là depuis le début, sous nos yeux? Vous allez comprendre. En fait, je sais pas si tu vois ce feeling où tu te dis, purée, en fait, c'était sous mes yeux depuis le début. Ouais. En fait, c'est ce qui me fait, ça me fait exactement la même chose avec cette affaire. Donc, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Le 21 mars 2010, il y a une famille normale qui passe la journée à la plage. Donc, le papa, il part avec ses filles au parc et la maman, de son côté, elle va à la plage avec une amie. La maman, donc, qui s'appelle Lisette, elle rentre le soir aux alentours de 20h30. Et 20h30, c'est l'heure où elle couche leur fille habituellement. Donc, la maman fait un petit bisou à ses filles, les borde au lit et tout le monde s'endort. Le lendemain, les nounous avaient pour habitude de réveiller les filles, de les préparer, etc. pour aller à l'école. Et à 8h, une des nounous, qui s'appelle Erika, elle va dans la chambre de Paulette. Et là, surprise, il y a personne. Paulette, qui est du coup la fille sur la photo. Paulette Guevara, la petite fille de 4 ans, il me semble. Ouais. Et il y a personne. Donc là, bien sûr, c'est alerte générale, panique à bord. On prévient les parents, on prévient ensuite les enquêteurs. Et il y a quand même des moyens colossaux qui ont été mis en place pour retrouver la petite. On a des affiches, des énormes affiches qui sont placardées partout dans la ville. On a la maison qui a quand même été fouillée de fond en comble à peu près 5-6 fois. On a des chiens aussi qui sont sur place pour essayer de détecter l'odeur de Paulette. Et ça c'est quoi du coup? C'est comme dans les films, genre t'as des chiens qui reniflent les empreintes. On te donne un vêtement qu'elle avait l'habitude de porter, ils essayent de retrouver son odeur. Et rien, le néant, on ne trouve rien du tout. C'est 9 jours plus tard, le 31 mars. Pendant 9 jours, ils font des recherches et ils trouvent vraiment rien. Rien du tout. Ils n'ont pas de piste Aucune piste. J'y reviendrai un petit peu après concernant les pistes. Mais du coup, le 31 mars, quand il y avait une énième fouille qui était en train de se passer, on retrouve Paulette dans son lit. Donc en fait, apparemment, elle était dans son lit depuis le début. Elle était entre son matelas, la fin de son matelas et son pied de lit. Elle était coincée là dans les draps. Les photos sont assez glauques.
On la retrouve tachée de sang et apparemment, du coup, elle serait morte par asphyxie. En fait, ce qui est complètement ouf, c'est que déjà, de 1, dans ce lit, il y a des gens qui ont dormi entre-temps. La mère, elle a fait dormir sa meilleure amie dans le lit de sa fille qui avait disparu. Bon, alors ça, moi, je comprends pas. ça me dépasse. Et encore une fois, on a fouillé la chambre des dizaines de fois, on n'a rien trouvé. On a une vidéo de la nounou qui passe ses mains à l'endroit où apparemment Paulette était depuis le début et il n'y a rien. La nounou affirme qu'il n'y avait absolument rien, il n'y avait aucun corps. Donc où est-ce qu'elle était depuis tout ce temps? On n'en sait rien. Il y a quand même des pistes, mais malheureusement ces pistes elles ont jamais été exploitées comme il le faudrait. On a quand même Lisette, la maman, qui, pendant l'enquête, dit des phrases moi qui m'ont marquée. Elle va venir dire dans un premier temps « Ah bah, Paulette s'est volatilisée comme Harry Potter ». Et elle va venir aussi dire que bon, bah, au pire, j'ai une deuxième fille. Bon, quand on a une maman qui dit ça, moi je trouve que ça mériterait un petit peu d'être c'est très bizarre, d'être creusé, quoi. Et aujourd'hui, c'est classé comme un accident, donc apparemment, elle se serait étouffée dans son drap et du coup, le corps serait là au pied du lit. Moi, j'y crois pas du tout. Et depuis le début, c'est ça. En fait, le corps, il aurait glissé entre le matelas et le bord du lit, quoi. C'est impossible parce qu'on a vraiment la vidéo de la nounou qui tape le lit à l'endroit où apparemment il y avait le corps et on voit bien qu'il n'y a rien. C'est quoi ton avis là-dessus? Du coup, tu penses que ça serait peut-être la mère qui... Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais... La mère, elle a été quand même entendue par des psychologues, par des experts psychiatres, et ils ont dit, c'est écrit noir sur blanc, hein, ils ont dit que Lisette était en capacité de tuer sa propre fille parce qu'elle avait des troubles de la personnalité. Moi, je pense que c'est la... C'est ça, elle a peut-être fait une crise ou... Oui, c'est ça. Je trouvais ça intéressant de parler de l'affaire de Jenny Wiley. 19h57, en samedi. Cette vidéo est postée sur internet. On y voit une petite fille absolument traumatisée, terrifiée. C'est très étrange. On dirait qu'elle n'a jamais vu la lumière du soleil. Voici sa véritable histoire. Sa photo, elle a fait pas mal le tour des réseaux sociaux, on la voit un petit peu amaigrie. Et en fait, tout part d'une visite dans une banque. Enfin, il y a une maman qui s'est rendue dans une banque avec sa fille pour retirer de l'argent. Et l'employée fut assez surprise quand elle a appris que la petite, en fait, elle avait 14 ans. Il faut savoir qu'elle faisait 1m37 pour 37 kg. Une adolescente de son âge, c'est censé faire à peu près 50 kg, donc elle est vraiment en dessous des moyennes. Et bon, bien sûr, là, la petite, elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital, la mère arrêtée. Et en fait, c'est le début d'une affaire qui va marquer le monde entier, pas uniquement les États-Unis, ça a fait le tour du monde. Le papa de Jenny, il a vécu un épisode hyper marquant dans sa vie. Il a vécu le décès de sa maman avec beaucoup de tristesse. Et à partir de ce moment-là, il a voulu protéger toute sa famille du monde extérieur. C'est-à-dire qu'il s'est dit, voilà, moi, mon rôle de père, c'est de protéger mes enfants, en commençant par ma fille. Et c'est ce qui l'a amené finalement à séquestrer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, séquestrer sa fille dans une pièce pendant 13 ans. Pendant 13 ans, il n'y avait pas de lumière du jour, pas de contact humain, elle n'a pas vu la lumière du soleil jamais, et elle avait interdiction de prononcer des mots, en fait, elle avait interdiction de parler. Et c'est ce qui a donné ce qu'elle est malheureusement à 14 ans. C'est-à-dire incapable de parler, incapable de marcher normalement. Il y a plein de spécialistes qui se sont intéressés à ce cas parce qu'ils ont voulu l'aider, ils ont voulu l'aider à reprendre une vie normale, mais c'est impossible parce que quand pendant 14 ans, tu es isolée de tout, malheureusement, du coup, elle va passer le restant de ses jours dans une institution spécialisée. Et comment ça se fait que ce jour-là, du coup, elle a été filmée dehors? Quand on l'a vue marcher de manière un petit peu bizarre, la curiosité morbide, on l'a évidemment prise en vidéo. Ça a fait le tour des réseaux sociaux et malheureusement, dans cette affaire, il n'y a eu aucun jugement. Son père, il n'a pas eu le courage d'affronter la réalité de ses actes. Et donc c'est suite à cette vidéo en fait qu'on a... Un jour, c'était la goutte de trop. Sa mère, elle a été réduite au silence. Donc elle non plus, elle n'avait pas le droit de parler. Un jour, elle en a eu marre, elle a pris sa fille. Elle est allée chez ses parents et en fait, un jour, du coup, elle avait besoin de retirer de l'argent dans une banque. Elle s'est rendue avec Jenny. D'ailleurs, Jenny, c'est pas son vrai nom. Hein. Son vrai nom, c'est Suzanne. C'est juste qu'on a voulu protéger son identité vu qu'elle était mineure à l'époque, on l'a appelée Jenny. Enfin bref, elle s'est rendue du coup par hasard dans une banque pour retirer de l'argent et c'est grâce au personnel de la banque qui ont du coup immédiatement contacté les autorités qu'on a pu mettre fin finalement à tout ce massacre et qu'on a pu mettre de la lumière sur cette histoire qui est horrible. Aujourd'hui on sait ce qu'elle est devenue. Elle vit toujours dans une institution spécialisée et on a essayé de lui apprendre à parler, mais en fait, elle ne retrouvera jamais la pleine capacité de son cerveau, en fait. Ouais.
isolé pendant 13 ans, ça fait des dégâts. On change complètement de registre pour passer sur un sujet qui personnellement m'intéresse beaucoup. J'avais déjà fait aussi un peu des vidéos sur ce sujet-là à l'époque, c'est le dark web. 22 juin 2025, une utilisatrice de TikTok poste ceci sur l'application. Une vidéo TikTok dans laquelle elle remarque que ses données personnelles ont fuité sur le dark web. Mais alors, c'est quoi réellement le dark web? Est-ce qu'on peut réellement vérifier si nos données ont fuité? Les photos, la galerie? J'étais tombé sur un TikTok que j'avais trouvé un peu fou et je voulais juste avoir ton avis là-dessus. En gros, c'est une fille qui aurait trouvé un site web qui permet de voir si tes données ont fuité sur le dark web. Et peut-être juste avant qu'on aborde ce TikTok, est-ce que tu sais un peu ce que c'est le dark web toi de ton côté? Est-ce que... Ouais, je vous conseille pas d'aller dessus, hein, mais on peut retrouver tout un tas de choses absolument horribles. Par exemple, il y a des scènes de torture en live, il y a des gens qui sont décapités, enfin, c'est un tas de trucs morbides. C'est genre une partie cachée d'Internet finalement, quoi. C'est ça. On peut pas y accéder factuellement, ou bien En tout cas, moi j'ai jamais essayé d'y entrer, mais ça me paraît compliqué. Et puis, si vous essayez, vous serez piraté direct après. C'est genre une partie cachée d'Internet où tu as des choses illégales, je crois qu'il n'y a même pas de loi forcément dessus. Totalement illégal, c'est ça, ouais. Dans son TikTok, elle montre un site web où tu peux voir si tes données ont fuité sur le dark web. Donc s'il y a peut-être, je sais pas moi, des gens sur le dark web ou des hackers qui savent où t'habites et tout, tu crois que c'est un truc qui est possible toi Mais en fait, c'est pas un site, vous pouvez d'ailleurs vérifier chez vous. Il y a, en fait, sur votre compte Google, il y a dans votre espace sécurité, vous pouvez voir fuite de données sur le dark web. Bon, en général, c'est pas des données très compromettantes, peut-être votre adresse mail, votre nom de famille, etc. Mais vous pouvez vérifier ça chez vous depuis votre ordinateur. Donc, oui, c'est bien un truc qui existe. Donc, il y a vraiment... Putain, c'est marrant, je savais même pas. Il y a vraiment un endroit dans ton onglet Google de sécurité où tu peux voir si tes données ont fuité. Ouais, c'est ça. Et tu fais quoi d'ailleurs si les données elles ont fuité, genre Tu peux pas faire grand chose à part stresser. Ouais, c'est ça, d'accord. C'est quoi comme type de données qui pourrait fuiter, imaginons ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton adresse mail. En général, il n'y a pas de photo de toi, loin de tout ça, c'est tes coordonnées en général. Pourquoi est-ce que ces données-là servirent sur le dark web, tu vois? J'avoue que je sais pas trop, je préfère pas savoir. Je préfère rester dans l'ignorance. Bien sûr. Parce qu'on sait pas, à tout le monde, ça peut peut-être... Des gens revendent ces informations-là à d'autres personnes qui les revendent encore, qui les revendent. C'est possible. T'as parlé de live, à part ça, sur le dark web? Ouais, j'étais tombée sur une vidéo d'une femme qui se cachait en fait dans les catacombes de Paris parce qu'elle serait poursuivie par un espèce de monstre. Bon, moi, je fais un peu attention à toutes ces vidéos, je pense que c'est du fake, je pense que c'est du montage. En attendant, il y a quand même certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux avec comme titre « Oui, cette vidéo a fuité du dark web ». Bon, c'est toujours à prendre avec un petit peu de délicatesse parce qu'on ne sait jamais si on se retrouve face à une vraie vidéo ou un montage au final. D'après toi, il y a vraiment des vidéos comme ça qui fuitent sur le dark web, enfin qui sont sur le dark web Alors, moi je suis convaincue que sur le dark web, si on arrive à y entrer, on est choqué de ce qu'on voit. Je pense des scènes de torture, de meurtre en direct. Après, ça me paraît quand même compliqué que des vidéos soient fuites du dark web. On avait accueilli d'ailleurs une personne là dans StoryCube qui avait parlé un peu de ça, où elle disait que vraiment, genre, sur le dark web, encore une fois, je sais pas si c'est réel ou pas, mais tu peux avoir genre des sortes d'organisations spéciales qui kidnappent de force des gens, qui les montrent en live et qui s'en servent comme des objets, quoi, factuellement. Je suis convaincue que ça existe aussi. Vendredi 3 juin 2022, ce petit garçon, adorable, disparaît sans laisser aucune trace. Mais le plus bizarre, c'est lorsqu'on le retrouve. Il n'a plus la même tête. Ses parents diront même qu'ils ne le reconnaissent plus. Mais alors, qui est-il? Et où est le vrai Ryker Webb? C'est pas lui? Une autre photo qui, personnellement, m'a pas mal troublé, c'est celle du petit Ryker Webb. Apparemment, donc, il aurait disparu pendant 48 heures, et quand il aurait été retrouvé, en fait, sa famille ne le reconnaissait plus. Comme si c'était peut-être devenu quelqu'un d'autre, je sais pas, c'est très bizarre. En fait, le petit Ryker, il était tout simplement en train de jouer dans son jardin avec son chien. Il se faisait quand même surveiller par ses parents, mais malheureusement, ils l'ont quitté des yeux quelques minutes, pas longtemps. Et Ryker, du coup, entre-temps, s'est enfui. Bon, on raconte qu'il était passionné par les insectes et que du coup, il s'était enfui dans la forêt pour en observer. La maison de Ryker et sa famille était juste à côté de la forêt. Donc, c'était vraiment propice aux promenades. Il s'enfuit et on le retrouve pas. Les parents s'inquiètent, on appelle immédiatement les enquêteurs et la disparition d'un enfant de 3 ans, ça fait du bruit. Pareil, des moyens colossaux sont employés pour qu'on le retrouve. Il y a des hélicoptères qui survolent la forêt pour essayer de l'identifier. Mais le temps n'est pas du tout propice aux recherches parce qu'il y a une énorme tempête qui se déclenche la nuit et les recherches sont stoppées. Ça, c'est la nuit de sa disparition? C'est la nuit de sa disparition. C'est la première nuit donc, ok. C'est ça, et donc pendant 3 jours, on ne le retrouve pas. Et en fait, c'est une famille qui se baladait dans la forêt pour aller dans leur petite cabane qui tombe sur Ryker, complètement apeuré.
recroquevillé dans un coin là dans la cabane. Et là en fait on se demande comment est-ce qu'il a survécu. Ça c'est combien de temps après Bah, du coup il a passé quand même 48 heures seul dans une forêt où il y a des ours, des pumas, des loups. On s'est dit qu'on le retrouverait pas vivant quoi. Ouais. Et on l'a retrouvé vivant, mais on l'a pas retrouvé comme on le pensait. C'est-à-dire qu'il a beaucoup fait parler de lui parce que son physique avait complètement changé. Il y a même des théories qui avaient circulé selon lesquelles ce serait pas le même petit garçon. Si, c'est le même petit garçon et son regard là, bah, en fait tout s'explique. Ça s'appelle le regard de 1000 mètres. Souvent quand par exemple les soldats qui partent à la guerre et qui reviennent complètement traumatisés, ils ont ce regard complètement apeuré. Et en fait, tu as ce physique quand tu as vécu vraiment quelque chose de traumatisant. On sait ce qui lui est arrivé factuellement? Il a juste couru dans la forêt et il s'est perdu ou... Oui, c'est ça. Je pense qu'il s'est perdu, surtout qu'à 3 ans, pendant 48 heures, quand tu te perds et que tu es au milieu d'arbres, d'animaux, évidemment, ça l'a choqué. Il y a une autopsie où on sait si finalement il a eu des séquelles, peut-être quelqu'un l'aurait kidnappé ou pas forcément, il avait rien. Apparemment, il s'est pas fait kidnapper, il a été transporté à l'hôpital, il n'a pas eu de blessures graves. Alors j'ai vu aussi circuler des théories selon lesquelles du coup il y a eu des tests ADN, que ce serait pas le même ADN, que ce serait pas le même petit garçon. Tout ça c'est faux. Hein. Okay. C'est bien le même petit garçon, juste dans un état de choc. Et pareil, il y avait des théories aussi, mais où il serait parti avec un pyjama et quand on l'a retrouvé, il aurait eu un autre vêtement. Alors ça aussi, possible, d'accord. Ça aussi, je suis sceptique parce que les photos qu'on a avec son petit t-shirt vert, donc apparemment ce serait pas le même vêtement, c'est une photo qui a été prise avant sa disparition. Donc pareil, à prendre avec des pincettes. Bon, au moins il a été retrouvé. Il a été retrouvé et aujourd'hui... Ouais, j'allais te demander, aujourd'hui ça va, a priori. Oui, et puis apparemment, surtout, il était extrêmement choqué, mais quand il a revu ses parents, il s'est apaisé apparemment. Je pense qu'aujourd'hui ça va mieux. Donc finalement, cette image de avant-après, c'est plus une sorte de fausse rumeur, entre guillemets. Sûr, oui, ils ont pris la première photo qu'ils ont trouvée. C'est ça, ouais. On change encore une fois de registre. Il y a cette photo qui a pas mal tourné, sur laquelle on voit 2 randonneurs en fait, qui sont en train de faire une randonnée. Et je crois qu'il y a un truc un peu surprenant sur cette photo. Vous avez peut-être déjà aperçu cette photo sur Reddit. On y voit 2 randonneurs et ceci. Internet s'est affolé. Des centaines de vidéos ont relayé l'image, décrivant ce qui s'est passé ce jour-là. Mais c'était quoi ça? C'est 2 personnes qui ont fait une petite randonnée sur la côte est américaine. Elles ont pris des petites photos pour se souvenir de ce moment. Et quand le soir, elles sont rentrées chez elles, elles ont revisionné les photos. Et il y a un truc qui a quand même surpris les 2 jeunes filles. Qu'est-ce que c'est ce personnage qui se cache un peu dans la forêt avec le visage un petit peu rouge? Ils étaient complètement choqués et pareil, un homme en haut à droite qui semble les fixer et au final quand elles ont fini de grimper ce mur, il n'y avait personne. Donc là, c'est un peu la douche froide. Elles ont posté cette photo, il me semble, sur Reddit pour avoir l'avis des gens. Elles ont affirmé qu'il n'y avait aucun montage, aucun Photoshop. Elles ont prouvé que, je ne sais pas de quelle manière, qu'il n'y avait aucun montage. Et donc, elles n'ont à ce jour aucune réponse encore. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. On sait aujourd'hui qui étaient ces 2 personnes sur les photos. Impossible, hein. Toi, tu penses que c'est réel, du coup, cette photo, ou bien tu penses que... Encore une fois, la personne en haut à gauche avec le visage un petit peu rouge, ça m'étonnerait pas que ce soit du montage. Malheureusement, avec les photos, on ne sait jamais. C'est ça, ouais. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens un petit peu curieux et avec une curiosité mal placée qui observent de jeunes femmes en train de faire une randonnée. Toujours dans le registre des photos, il y a une autre photo qui avait pas mal tourné il y a pas longtemps, c'était celle-ci. 27 février 2025, un internaute de Reddit poste ceci, disant qu'il a fait une découverte vraiment étrange. Il y a un truc bizarre sur cette photo. Quoi? Vous allez le découvrir. Il y a beaucoup de gens qui étaient un peu effrayés vis-à-vis de cette photo, il paraît qu'elle raconte peut-être un truc. Moi aussi, elle m'a plus marqué en fait cette photo, surtout quand on connaît l'histoire qu'il y a derrière. Là, on a 2 sœurs qui sont en train de visiter le palais de Henri VIII. Et quand on s'intéresse un peu à l'histoire, on sait que Henri VIII, il avait un passé un petit peu pimenté avec ses ex-femmes, parce qu'il en a quand même fait tuer 2 pour adultère. On a Anne de Boleyn, que je pense que vous connaissez sûrement, mais une qu'on connaît un petit peu moins, c'est la deuxième de ces femmes qu'il a fait tuer, c'est Catherine Howard. Et donc il y a toute une légende qui s'est construite en fait autour de Catherine Howard, donc c'est sa 5e femme. Apparemment en fait, elle entrait le château. Il y a plein de témoignages de gens qui affirment que tiens, ils ont vu Catherine Howard quand ils ont fait leur petite visite du royaume. Et ces 2 sœurs, elles ont exactement le même témoignage, sauf qu'elles, il y a une photo à l'appui. Elles ont pris du coup leur petite photo et le soir, pareil, quand elles ont visionné, il y a une photo qui a marqué leur attention, c'est celle-ci. On y voit clairement le fantôme de Catherine. Donc la silhouette qu'on voit là à droite, finalement, ce serait Catherine, totalement.
qui étaient apparemment, selon eux, pas sur place au moment où ils ont pris la photo, quoi. Ah bah ils affirment qu'il y avait absolument personne. On sait comment elle est morte d'ailleurs. Elle s'est fait justement décapiter parce que Henri VIII il aimait bien faire un peu décapiter ses femmes pour adultère. Toi, t'en penses quoi à part ça, ton avis perso sur cette photo? Est-ce que tu penses que c'est réellement possible ou est-ce que... Moi, rien que pour l'histoire, j'aime bien croire à cette petite légende. On sait si ces deux filles-là, elles ont un background, genre elles ont déjà fait souvent des trucs fake ou quoi, ou pas forcément? Non, pas trop d'informations sur leur passé, on sait pas. Eh bah écoute, Oran, merci infiniment. C'est la fin de ce premier épisode sur lequel on revient sur des affaires un peu criminelles, un peu terrifiantes. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si c'est un truc que vous kiffez, que vous avez bien aimé. Vous pouvez donc évidemment la retrouver sur TikTok et sur Instagram, évidemment les liens sont en description. Merci infiniment, c'est ciao.